Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 8 décembre. La justice rend partiellement responsable la CEITA du cancer et de la mort d'un gros fumeur. Sa décision ne tranche pas entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Le projet de loi sur la parité homme-femme en politique s'accompagnera de sanctions financières contre les récalcitrants. Sur l'utilité des quotas, les réactions sont diverses. Une procédure d'urgence est mise en place pour voter cette parité. Les Russes poursuivent leur offensive en Tchétchénie. Ils menacent toujours les civils de Grozny qui appellent maintenant à l'aide la communauté internationale. Les salariés d'une entreprise de Montauban obtiennent le départ de leur patron après une série de harcèlements moral et de violences verbales. Et puis c'est ce soir que le gouvernement devrait prendre sa décision sur la levée ou non de l'embargo sur le bœuf britannique. C'est une décision de justice inédite et déconcertante à bien des égards. À la suite d'une plainte après la mort d'un homme, un gros fumeur, décédé d'un triple cancer au début de cette année, il s'agissait de savoir si la CEITA, productrice de tabac, était ou non responsable civilement de la maladie du plaignant. Avait-il été averti suffisamment? La production de tabac est-elle coupable? Les magistrats du tribunal de grande instance de Montargis dans le Loiret n'ont pas franchement répondu à ces questions. Ils se sont contentés de distinguer plusieurs périodes dans la vie du fumeur et plusieurs législations correspondantes. Explication Agnès Gardet avec Marie-Pierre Cassignard. De ce dossier, aucune vérité claire n'est sortie ce soir. Le tribunal de grande instance de Montargis a rendu un jugement difficile à interpréter. Un jugement qui reconnaît en partie, mais en partie seulement, la responsabilité du cigarettier français. Une demi-victoire et peut-être pour la santé publique, pas une victoire extraordinaire. La décision en réalité est complexe. Elle se décline en 3 périodes. Entre 63 et 69, la CEITA est responsable, et seule responsable. Richard Gourlin est alors mineur et l'information sur les dangers du tabac est nulle ou presque. Entre 69 et 76, la CEITA n'est plus responsable qu'à 60%, car c'est en 76 que la loi Veil impose l'inscription d'avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. On est donc mieux informé selon le tribunal. Monsieur Gourlin, lui, pendant ce temps, continue à fumer ses 3 paquets de Gauloises par jour. Le tribunal estime qu'il est responsable à 40%. Enfin, jusqu'en 99, date de la mort de Richard Gourlin, le tribunal considère que la CEITA n'est plus du tout responsable. Un dernier point qui conforte la défense. La CEITA a d'ailleurs fait aussitôt appel de cette décision, une décision qu'elle souhaite voir limitée au seul cas de la victime. On ne peut pas non plus faire de parallèle en disant, vous voyez, ce qui se passe aux États-Unis, ça va se passer en France. Je crois qu'il faut garder la spécificité de la situation française en matière de réglementation de tabac est très importante et devrait normalement conduire au rejet des demandes de M. Gourlin. Lucette Gourlin, la veuve de Richard, s'est tenue à l'écart aujourd'hui des journalistes, par pudeur sans doute, et peut-être aussi par incompréhension. Madame Gourlin qui a toujours répété que sa bataille, c'était pour que son mari ne soit pas mort pour rien. Après un triple cancer, Richard Gourlin est décédé en janvier 99. Sur ces images, il ne pesait plus que 33 kilos. Au terme de ce jugement, on ne sait pas encore si Madame Gourlin touchera un jour les 3 millions de francs demandés au titre de dommages et intérêts. On ne le sait pas parce que le tribunal de grande instance de Montargis s'est bien gardé de trancher en nommant un expert médical, un expert qui devra établir les préjudices subis par M. Gourlin. Cet expert médical a 3 mois pour rendre ses conclusions. Et ce jugement inédit de Montargis suscite commentaires et réactions où chacun défend ses idées, à savoir c'est la liberté individuelle de chacun de fumer, de ne pas fumer, ou bien le tabac est un danger mortel, l'État doit le dire clairement. Commentaire Benoît Thévenet. Plusieurs tentatives avant d'arrêter de fumer de manière définitive. À la télévision, la radio ou sur les paquets de cigarettes, depuis quelques années, les messages se sont multipliés. Et il est aujourd'hui difficile de fumer et prétendre méconnaître les risques encourus. C'est en tout cas ce qu'a reconnu implicitement le tribunal de Montargis en déclarant non coupable la CEITA pour les années postérieures à 1976. Depuis cette année-là, les fabricants sont obligés d'imprimer des mises en garde sur les paquets. Pour les anti-tabac, ce n'est donc qu'une demi-victoire, mais elle a son importance. Nous sommes satisfaits de toutes les décisions qui montrent que la CETA savait qu'elle vendait un produit mauvais, très mauvais pour la santé, et qu'elle n'a pas informé ses consommateurs. Pour l'industrie du tabac, le jugement rendu aujourd'hui se lit autrement, car si la responsabilité partielle de la CEITA a été établie, un des plaignants, la caisse d'assurance maladie du Loiret, a été débouté de sa demande. Cette caisse réclamait à la CEITA le remboursement de près d'1 million de francs pour les soins prodigués à Richard Gourlin. Une requête jugée non recevable par les juges.
Les fabricants attendent maintenant avec moins d'inquiétude un procès semblable intenté par la caisse de Saint-Nazaire. Je crois que c'est un signal fort qui est envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, selon lequel la procédure que cette caisse a engagée contre l'ensemble des industries du tabac est sans doute dénuée de bases juridiques solides et sérieuses. Pour la première fois, un fabricant de tabac s'est retrouvé en France sur le banc des accusés. Mais la justice a tenu à affirmer qu'entre fournisseurs et consommateurs, les responsabilités sont partagées. Ce procès fait aux producteurs de tabac, Benoît Thévenet vient de le rappeler, était une première en France. Mais dans d'autres pays, les cigarettiers ont du souci à se faire. Un procès vient de commencer à Cracovie, en Pologne, contre l'américain Philip Morris et la CEITA française. Et aux États-Unis, l'industrie du tabac a engagé une action devant la Cour suprême pour une réglementation de ces produits afin d'éviter tous les recours des victimes du cancer du fumeur. Correspondance Étienne Lénart. C'est un véritable feuilleton avec ses cortèges de drames, de rebondissements judiciaires et de sommes faramineuses en jeu. L'été dernier, 5 grands fabricants de cigarettes ont été reconnus responsables de plusieurs maladies, dont certains types de cancers. Une brèche, une première, dans laquelle s'engouffrent désormais des centaines, des milliers de personnes, victimes ou familles de victimes du tabac. Même le gouvernement américain a porté plainte au mois de septembre pour tenter de récupérer une partie des 120 milliards de francs dépensés chaque année pour soigner les malades américains. Bill Clinton, avec un bel opportunisme électoral, avait souhaité que l'industrie du tabac apporte enfin des réponses aux contribuables. Pour l'industrie du tabac, s'il n'est plus question de développer l'image du cow-boy serein chevauchant la plaine, on sait d'ailleurs que l'acteur de cette pub est lui-même décédé d'un cancer. L'heure est à la résistance et à la réflexion stratégique. L'enjeu est énorme. 400 000 Américains sont tués chaque année par la cigarette et on imagine assez bien le montant des indemnités. Pour tenter d'éviter de nouvelles poursuites, le groupe Philip Morris a par exemple reconnu pour la première fois récemment sur son site internet qu'il n'y a pas de cigarettes sûres et que les fumeurs risquent de contracter des maladies graves. Elles sont en train de se rendre compte, tout doucement, qu'elles doivent changer leur image et leur stratégie commerciale pour prendre leur distance, par exemple, avec la consommation de cigarettes chez les jeunes, où les risques de procès et donc d'indemnisation sont très élevés. Car à long terme, et c'est l'objet de la bataille qui se joue actuellement devant la Cour suprême des États-Unis, l'industrie du tabac pourrait passer sous la coupe d'une agence de contrôle qui déciderait des conditions de vente et de publicité de la cigarette. L'égalité en politique, c'est le but visé par le projet de loi adopté ce matin au Conseil des ministres sur la parité homme-femme aux élections. Le partage des opinions sur cette idée de la parité n'est pas l'apanage des hommes, puisqu'y compris chez les féministes, l'idée d'un quota obligatoire avec sanctions financières n'est pas forcément une bonne solution. Laurent Hakim et Madi Diawara nous présentent le projet avec ses commentaires contradictoires qu'il suscite. Elle aurait pu être un emblème de la parité en politique. Michèle Alliot-Marie préfère combattre le projet de loi du gouvernement. La nouvelle présidente du RPR, félicitée ce matin par les autres députés de son groupe, dénonce un texte incomplet. Ce texte, d'abord, n'est pas un bon texte, il est largement hypocrite, il est mal fichu, si vous me permettez l'expression, et il ne règle pas un certain nombre de problèmes, notamment ceux de l'accueil des femmes dans la vie politique. Pour accueillir les femmes en politique, le gouvernement a proposé ce matin en Conseil des ministres un texte en 3 étapes. Le principe dit du 50-50, autrement dit autant d'hommes que de femmes sur une liste électorale. Une règle qui s'impose pour les élections européennes, régionales mais aussi municipales pour les communes de plus de 3500 habitants. Enfin, une sanction pour les partis politiques récalcitrants, une diminution de l'aide financière allouée par l'État. C'est une grande journée pour les femmes et je crois que c'est un symbole que la politique fasse entrer les femmes pour que derrière, dans les entreprises, dans les associations, eh bien, on pense aussi que les femmes peuvent prendre des responsabilités. La loi qui a été proposée ce matin est une loi qui va faire un pas énorme à la démocratie, à sa modernité, surtout avec l'arrivée massive des femmes dès les prochaines municipales. Merci, monsieur. À l'Assemblée nationale, où seulement un élu sur 10 est une femme, les députés favorables au projet réclament des garanties. Monsieur le ministre. Comme l'a dit le Premier ministre, la parité c'est 50-50, très bien, mais moi j'ajoute c'est 50% de femmes élues. Je pense que nous allons discuter d'un certain nombre d'amendements qui mettent quelques garde-fous pour ceux qui seraient assez fous pour appliquer la loi de la manière la plus caricaturale. De leur côté, les opposants au texte dénoncent le chantage financier fait aux partis pour imposer les femmes en politique. Associer l'argent à la femme n'est pas une image très valorisante pour la femme.
Le projet de loi sur la parité sera débattu au Parlement le mois prochain. Il devrait être appliqué dès les municipales de 2001. Oui, précision, il devrait être examiné dès le 25 janvier en séance publique et le gouvernement a choisi une procédure d'urgence pour cette loi sur la parité qui va donc raccourcir les navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Au cours de ce Conseil des ministres, le président Chirac a souhaité que les femmes soient en position éligible sur les listes présentées par les partis. Chaque responsable politique a en tête le piètre classement de la France quant à la place faite aux femmes dans les responsabilités politiques et les différentes assemblées représentatives. Nous sommes à l'avant-dernière place de l'Union européenne, 55 ans après que le général de Gaulle eut accordé le droit de vote aux Françaises. Commentaire paritaire, Alban Miccosi et Émilie Lançon. Je ne fais pas de politique. Je gagne la vie de mes 5 enfants. C'est surtout pour eux que je désire voter. Moi non plus, je ne fais pas de politique. Je désire simplement l'égalité des droits entre les Français et les Françaises. À l'époque, c'est-à-dire au milieu des années 30, les femmes devaient affirmer bien fort qu'elles ne faisaient pas de politique, quand justement elles souhaitaient en faire. 60 ans plus tard, les femmes non seulement votent, mais sont aussi élues, comme ici à l'Assemblée. Élues avec parcimonie. Dans l'hémicycle, seulement 10,4% des députés sont des femmes. Sur ce tableau, on voit que toutes les grandes démocraties occidentales ont pris une longueur d'avance, seule la Grèce fait pire. Pourtant, la récente campagne européenne l'a prouvé, les femmes sont nombreuses à assister aux meetings. En moyenne, elles constituent 40% des militants, mais 2 seulement sont des chefs de parti, Dominique Voynet chez Les Verts, Michèle Alliot-Marie au RPR. Plus généralement, leur représentativité dans les instances dirigeantes est très variable. La moitié chez Les Verts, un tiers au Parti Socialiste, un dixième au Front National. On peut toutefois noter depuis 3 ans une réelle tendance à l'amélioration issue, semble-t-il, d'une modification des mentalités que la loi sur la parité accompagne. Les femmes politiques sont présumées plus honnêtes et moins ambitieuses dans les enquêtes. Il est bien loin le temps où Courteline pouvait affirmer « Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent ». Enfin, pour illustrer ce que viennent d'expliquer Alban Miccosi et Émilie Lançon, voici le portrait d'une élue de la Drôme. C'est Isabelle Bizoire, elle est classée d'hiver gauche, elle est maire de la ville de Die, elle est également conseillère régionale de la région Rhône-Alpes, un conseil régional présidé par une femme, Anne-Marie Comparini. Pour France 2, Philippe Boissry et Abdel Zouiwesh sont allés dans cette commune de Die pour savoir si une élue femme c'était différent. Il semble bien que la chose soit fort banale pour les électeurs, en tout cas beaucoup plus que pour les partis politiques. Au début du mandat, à quelques reprises, on me saluait en disant « Monsieur le maire », donc ça me semblait plein de sous-entendus. Mais je pense que c'est quand même extrêmement marginal. Après 4 ans de mandat, Isabelle Bizoire en arrive presque à oublier qu'elle est une exception politique. Sa liste aux élections municipales comptait 40% de femmes. Pas un combat pour la parité, mais un choix de compétences. Ce soir-là, la commission des travaux inspecte la station d'épuration. Pour le compostage, il faut quel degré d'humidité? Comme pour l'épandage? 2 conseillères municipales sont là, pas par hasard. J'avais envie de m'occuper justement de travailler plus dans cette commission-là. Parce que c'est pas un endroit où on trouve spécialement des femmes. Et puis moi, ça m'intéresse, voilà. C'est pas facile à gérer, hein, quand ça va, quand on a un compagnon qui accepte et qui veut bien s'occuper des enfants ou de la maison, ça va, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Je pense que c'est plus facile pour les hommes. Les hommes à la guerre ou au travail, les femmes à la maison, le tableau est classique. Il est peint par une femme et il trône dans la salle du conseil municipal où un architecte est venu présenter le plan de la nouvelle mairie. Autour de la table, autant d'hommes que de femmes. Ce qui est normal dans la société civile, ne le serait-il pas dans la vie politique ? Les femmes font partie de la vie, quoi. Enfin, il faut qu'elles soient présentes dans tous les domaines. Donc la politique aussi. On peut se demander pourquoi il faut passer par des textes de loi et une terminologie de parité pour en arriver là aussi. Ça devrait être notre quotidien. Un sentiment quasi unanime. On en finit par se demander où est le problème. Peut-être d'abord dans les partis politiques. C'est quand même un monde qui a été essentiellement un monde d'hommes. Je me souviens très bien pour les législatives, 4 circonscriptions dans la Drôme, il était question qu'il y ait une femme. Mais quand on posait la question pourquoi pas 2, voire pourquoi pas 3, ça a dépassé beaucoup de mes collègues, hommes. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Pour eux, 1, c'était déjà un effort considérable. Plus qu'aux citoyens, c'est donc peut-être aux hommes politiques que la loi devra imposer une république non pas une et indivisible, mais double et indivisible.
À l'hôtel Matignon, depuis 19 h, 9 ministres se sont réunis autour de Lionel Jospin. Ils étaient là pour examiner le dossier de la levée de l'embargo sur la viande bovine britannique. La décision du gouvernement sera rendue d'ici quelques minutes. Lionel Jospin vient de quitter Matignon. On se souvient que l'Agence française de sécurité alimentaire des aliments avait récemment rendu un avis mitigé en évoquant des risques plausibles mais non quantifiables. D'ici quelques dizaines de minutes, cette décision sur le lever ou non de l'embargo devrait être rendue publique par un communiqué signé de 3 ministres. Une autre première en France, cette fois-ci dans le domaine médical. Elle a été annoncée aux Journées nationales des gynécologues et obstétriciens français. Et vous avez peut-être eu connaissance de cette information lors d'une des nuits du Téléthon. À Strasbourg, des médecins, grâce à un diagnostic génétique pré-implantatoire sur l'embryon, ont permis à un couple d'envisager de faire un enfant sans angoisse. Ce couple, en effet, risquait de transmettre une forme de myopathie pouvant entraîner à très court terme la mort de l'enfant. Explication Jean-Daniel Flezaki avec Christine Boss et Sylvain Gauthier à Strasbourg. C'est à Strasbourg que viennent d'être réalisés les premiers cas français de ce que l'on appelle le diagnostic préimplantatoire ou DPI. Le principe est de vérifier si un embryon est sain ou au contraire porteur d'une maladie héréditaire grave. Cette technique de réalisation extrêmement délicate se fait de la façon suivante. Après une fécondation au laboratoire, l'embryon va se diviser, 2, 4, puis 8 cellules. C'est à ce stade, au 3e jour, que l'on va prélever 2 cellules embryonnaires. On va aller examiner le matériel génétique porté sur les chromosomes à l'intérieur du noyau. Si un gène malade est découvert, l'embryon sera détruit. Mais si le gène est sain, ou si l'enfant ne risque pas de développer la maladie, on réimplantera l'œuf dans l'utérus. La loi bioéthique votée en 1994 prévoyait le DPI, mais il a fallu attendre l'été dernier pour que cette pratique soit autorisée en France. Jusque-là, les couples porteurs de maladies héréditaires, comme la mucoviscidose ou la myopathie, devaient aller à l'étranger comme ici en Belgique. En France, la seule possibilité était un avortement tardif au 4e mois. La loi définit de façon extrêmement stricte les conditions d'accès à cette technique. Mais comme dans tout ce qui touche à la génétique, certains ont peur des dérives. Un argument que réfutent les spécialistes. La dérive ne peut pas avoir lieu, premièrement à cause de la loi qui est très bien faite, deuxièmement à cause des médecins qui ne vont pas faire n'importe quoi. Il y a eu 3 agréments de délivrés pour la France et ce sont des équipes triées sur le volet, si j'ose dire. Et troisièmement à cause des femmes, parce que qui va aller demander un diagnostic préimplantatoire s'il n'en a pas besoin quand on connaît la difficulté de la méthode? D'autant que le taux de succès après réimplantation de l'œuf est inférieur à 50%. En Tchétchénie, l'armée russe est entrée dans la ville d'Ourous-Martan, à 20 km au sud-ouest de Grozny. Cette ville résistait depuis plusieurs semaines. Quant aux habitants de la capitale Grozny, ils sont toujours sous la menace de l'ultimatum russe qui les considérerait comme des terroristes ou des bandits à compter du 11 décembre prochain. Mais ce soir, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Ivanov, affirme que l'armée russe ne bombardera pas les civils à Grozny. Et pourtant, pendant ce temps, les colonnes de réfugiés, parfois bombardées par l'aviation russe, se dirigent vers l'Ingouchie voisine. Commentaire Anne Poncinet. Ce soir, Ourous-Martan s'est tombé aux mains des Russes, au prix de violents combats malgré des semaines de bombardements préalables. Mais l'avancée est importante. La prise de cette ville, située à 20 km au sud-ouest de Grozny, renforce la manœuvre d'encerclement de la capitale. Les forces russes sont donc plus en mesure que jamais de mettre à exécution leurs menaces, pilonner massivement Grozny samedi. Face aux protestations de la communauté internationale, Moscou a tout de même sensiblement modéré ses propos. Sur le terrain, on montre aux journalistes des corridors aménagés pour permettre aux civils de quitter Grozny. Bref, les Russes affirment aujourd'hui qu'ils n'ont pas l'intention de piéger les civils de la capitale tchétchène. Les checkpoints et le couloir humanitaire resteront ouverts après le 11 décembre. Nous nous sommes organisés pour cela, même après le 11. Seulement, on voit fort peu de réfugiés sur ces corridors d'évacuation. Ici, à la frontière avec l'Ingouchie, l'exode annoncé n'a pas eu lieu. Peut-être parce que les habitants de Grozny terrés dans les caves ne sont pas informés de la menace qui pèse sur leur ville. Peut-être parce qu'ils ont peur de prendre la route. Les militaires tchétchènes affirment que cette semaine, les Russes ont frappé à plusieurs reprises des routes empruntées par des réfugiés. Mais pas plus qu'hier à Moscou, les dirigeants russes ne s'inquiètent des critiques ou menaces occidentales. D'ailleurs, Boris Eltsine, qui fut ce matin victime d'un nouveau malaise, il a perdu un petit peu le fil de son discours lors d'une cérémonie en compagnie du président biélorusse, a répliqué vertement à ceux qui dénoncent la campagne que ses troupes mènent en Tchétchénie. Alors, Christian Marie-Monod, dans quelques jours, les 15 vont se retrouver pour la fin de la présidence finlandaise de l'Union européenne. Mais
leurs menaces, leurs rodomontades. En fait, ils sont totalement démunis. Tout à fait. C'est le pire scénario pour les Européens. Se trouver en conflit frontal avec la Russie. Le réveil européen est tardif mais sincère. Face à la répression brutale des troupes russes en Tchétchénie, nous l'avons vu, les capitales européennes ont manifesté leur indignation, leurs inquiétudes, puis leur détermination, mais sans parler de sanctions. Alors que faire? L'Élysée a dit ce matin que l'Union européenne prendra une décision au prochain Conseil européen, nous faisait allusion, qui s'ouvrira vendredi à Helsinki. Aucune capitale européenne n'a fait de proposition pour le moins convaincante. Un embargo sur le pétrole, certains pays en ont besoin. Un embargo sur le gaz, plusieurs pays européens en dépendent. Supprimer les crédits, ni les Américains ni les Européens ne le souhaitent. Certes, Berlin demande qu'il n'y ait pas de nouveaux prêts du FMI, mais c'est la population russe qui va en souffrir. Le président Chirac, d'ailleurs, l'avait souligné. La Russie, il faut le rappeler, est un voisin encore puissant, mais instable, et membre du Conseil de sécurité, et une réelle puissance nucléaire. La présidence finlandaise aura la mission délicate de prendre une initiative diplomatique acceptable par les 15. Certains d'imaginer une mission de la dernière chance du président finlandais, M. Ahtisaari, qui, souvenez-vous, au sommet de Berlin, avait réussi à obtenir la reddition de Milosevic et la fin de la guerre au Kosovo. L'Europe avait fait preuve de solidité et d'unité face aux Américains à Seattle. Cette fois, il faudra qu'elle s'occupe des Tchétchènes terrés dans leur souterrain qui attendent vraiment un signe, un geste de l'Europe solidaire. Merci Christian Marie. Dans ce conflit tchétchène, il ne faut pas oublier le sort de l'otage français Brice Flotio, photographe retenu en Tchétchénie depuis le 1er octobre. Officiellement, le ministère des Affaires étrangères affirme sa préoccupation constante, mais la famille et les amis de Brice Flotio évoquent, eux, leur inquiétude. Reportage Muriel Lassaga et Olivier Combe. L'escalier mène à une cave. C'est là que depuis 10 jours s'est installé le comité de soutien à Brice Flotio, détenu en Tchétchénie depuis le 1er octobre. Une cave comme un symbole sur les conditions de détention de ce photographe toulousain. Ouais, je passe parce que comme je rentre donc à Lyon ce week-end, et donc j'ai ma mère, en fait, faut bouger sur toute la France, donc je vais en prendre des pétitions, quoi. Les bonnes volontés se mobilisent afin de venir en aide à Dana, l'épouse de Brice, ainsi qu'à son frère. Les pétitions commencent à circuler, un site internet vient d'être ouvert. Ça touche un peu tout le monde, donc je suis venue pour aider. On verra, je veux dire, on va peut-être pas changer le monde, quoi, mais on va tenter de faire quelque chose pour essayer de sortir de là, et voilà. Il faut que tout le monde soit bien conscient que Brice est là-bas, que pour lui, chaque minute, chaque seconde est un enfer. Depuis ces images transmises fin octobre par l'ancien KGB, la famille de Brice Flotio reste sans nouvelles de lui. Hier, le Premier ministre Vladimir Poutine affirmait dans un quotidien russe que l'otage français était torturé. Le Quai d'Orsay m'ont dit que les autorités russes les a rassurés que leur priorité c'est l'otage français. Vous êtes confiante? Pour l'instant. Pour l'instant. Donc on garde encore un peu de patience. On ne sait pas jusqu'à quand. Les communications du Quai d'Orsay restent souvent laconiques. Dana et Cédric, eux, attendent des réponses concrètes. Le silence, surtout au fond d'une cave, est devenu insupportable. Voici à présent la troisième et dernière partie de notre enquête sur la Colombie. Hier, vous avez pu suivre le reportage de Thierry Tuillier et Bruno Giraudon avec le portrait d'un paysan producteur de cocaïne. Jusqu'à présent, la police colombienne était la seule à lutter contre cette production. La solution retenue maintenant par le gouvernement colombien de M. Pastrana contre le narcotrafic est strictement militaire et répressive. Une unité a été créée il y a quelques mois. Elle regroupera d'ici 3 ans 4 à 5 000 hommes. L'entraînement se fait sous le contrôle direct de militaires spécialisés américains. Quelques scènes d'entraînement suivies par nos envoyés spéciaux ne manquent pas, vous allez le voir, de pittoresques. Bienvenue sur la piste des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Bienvenue dans la toute nouvelle brigade anti-narcotrafiquants de l'armée colombienne. Un bon millier d'hommes. Quand ils seront opérationnels en avril 2000, ils devront détruire les champs de coca, pourchasser les narcotrafiquants, démanteler leurs laboratoires. En plus des armes que nous avons trouvées, j'ai récupéré ce paquet, c'est de la cocaïne. Très bien, soldats. L'entraînement est réglé comme une pièce de théâtre.
Le jeune prisonnier doit être sommairement pendu par un soldat. Il a peur, mais l'officier va le sauver. Je connais un bon moyen pour le faire parler. Que fais-tu, soldat? Rappelle-toi que nous devons obtenir des informations sur une base volontaire et non pas sous la torture. Tout ça parce que l'armée en Colombie a la fâcheuse réputation de prendre quelques libertés avec les droits de l'homme. Les choses ont changé, veut-on nous faire comprendre. Chaque exercice est observé par des hommes discrets. Ce sont des conseillers américains, Marines ou Rangers. Washington n'aime pas qu'on en parle, mais le gouvernement américain ne peut plus cacher son engagement croissant en Colombie. Grand pays consommateur de drogue, les États-Unis habillent, financent et conseillent cette toute nouvelle unité. La vraie mission de ces hommes, personne ne peut la connaître, ils ont des consignes de silence. Encore une fois, pour les questions, il faut aller voir en bas. Les instructeurs américains nous assistent dans notre entraînement, mais avec nos propres armes et nos propres soldats. Le commandant colombien restera évasif sur les hélicoptères et les avions que Washington envoie à Bogota. Hier, domaine réservé de la police, la guerre contre la drogue a changé de nature. C'est devenu l'affaire de l'armée, car dans le commerce de la coca, d'autres que les narcotrafiquants sont impliqués. Dans certains cas, quand on arrive autour des laboratoires des narcos, on trouve des gens de la guérilla qui protègent ces laboratoires. Ils se financent en se faisant payer en échange de la protection des sites. Et les narcos les utilisent comme boucliers. Et voilà comment le problème de la drogue est devenu celui de la guérilla. Entre les négociations et la guerre, l'État colombien peine à trancher. Mais avec ce bataillon, le grand voisin du Nord a choisi pour la Colombie la manière forte. Comme si Bogota était passé sous la tutelle américaine. Voilà, c'était la dernière partie de l'enquête de Thierry Tullier et Bruno Giraudon en Colombie. À Montauban, finalement, les salariés de l'entreprise de sonorisation Bouillet ont réussi à se débarrasser de leur patron. Il est vrai que cet homme, qui vient d'être congédié, se livrait non seulement à des menaces, des violences verbales, mais aussi à des humiliations et à un harcèlement moral à l'encontre de ses salariés comme de sa clientèle. De drôles de méthodes qui ne faisaient plus rire personne, comme le rapportent Florence Griffon et Alain Dubas. Une banderole pour crier victoire. Les 250 salariés de l'entreprise Bouillet ont repris le travail ce matin, heureux de s'être débarrassés d'un patron qu'ils jugeaient tyrannique. Nous avons quand même réussi, au bout de 10 ans de sa présence ici, à le faire expulser et croyez-moi que c'est un soulagement pour tout le monde. Un soulagement à la hauteur des vexations endurées par toutes les catégories de personnel. Lors d'une réunion de travail avec lui, le ton monte pour en finir à attention monsieur Latte, vous allez pisser du sang et puis un jour ou l'autre je vous casserai, votre carrière sera brisée, vous ne trouverez plus de travail, vos enfants seront à la rue et c'est vous qui en serez responsable. C'est la perspective d'un rachat de l'entreprise qui a tout déclenché. Les salariés y voyaient l'espoir d'un changement de direction. Leur patron leur a affirmé qu'il resterait coûte que coûte. Ils ont alors décidé de vaincre ce qui les paralysait. Les gens avaient peur, ils avaient peur même physiquement d'être agressés, quoi, et même à l'extérieur de l'entreprise. Donc la peur, c'était quand même un être machiavélique, hein, donc un pervers. C'est le conseil d'administration de cette entreprise de sonorisation qui a décidé de mettre fin aux fonctions du patron. Un patron qui est aujourd'hui injoignable. Ses anciens salariés espèrent que le pire est désormais derrière eux. À Lyon, comparution devant la cour d'assises d'un ancien policier accusé d'avoir tué volontairement un homme de 24 ans interpellé dans le quartier de la Duchère. En décembre 1997, le policier affirme que le coup était parti tout seul, mais les experts contredisent sa thèse. Compte rendu, Benoît Gadret, Philippe Évêque. Elles ont pris place sur le banc des parties civiles. Cela fait maintenant 2 ans qu'elles attendent cette audience. L'une est la mère de Fabrice Fernandez, l'autre sa femme, celle qui lui a donné 3 enfants. Fabrice Fernandez mort à 24 ans dans un commissariat de police de Lyon. Le drame s'est déroulé dans la cité de la Duchère. Cette nuit-là, 2 demi-frères de Fabrice Fernandez sont interpellés par une patrouille de police. Ils sont ivres et armés. La tension monte. Fabrice Fernandez intervient alors en faveur des siens avant d'être finalement conduit au commissariat.
Là, le jeune homme très énervé se retrouve face au policier Carvalho. Excédé, le fonctionnaire s'empare de l'arme saisie quelques minutes plus tôt dans la cité. Il met en joue Fernandez qui lui lance « T'es pas capable ». À 20 cm du visage, le coup part. Il y a un fait qui est inacceptable, c'est qu'un homme menotté, assis, soumis, se voit braqué par un fusil que tient un fonctionnaire de police. C'est inacceptable dans une démocratie. On a l'impression, quand on imagine la scène, qu'on est dans le Chili de Pinochet. L'arme, un fusil à pompe, aurait dû être neutralisé. Mais au cours de l'interpellation, l'un des policiers a fait une erreur de manipulation. Jean Carvalho, que l'on voit ici lors de la reconstitution, prétend que le coup est parti tout seul, ce qu'excluent les experts. Son avocat nie l'intention de tuer. C'est un accident, parce qu'il a voulu simplement montrer cette arme. Malgré tout, on venait de leur tirer dessus. Il faut voir quand même en amont que quelques minutes auparavant, on avait braqué ces mêmes policiers qui ont interpellé. Ils avaient reçu des pierres. C'est quand même très difficile et on peut dire que même les policiers peuvent aussi avoir peur. À l'audience, 3 collègues policiers sont venus témoigner du comportement à leurs yeux exemplaire de Jean Carvalho. Mais la période qu'il décrivait remonte maintenant à plusieurs années. Depuis, Jean Carvalho a comparu 3 fois devant le conseil de discipline, 1 fois devant le tribunal correctionnel, avant d'être mis à pied 14 mois pour avoir falsifié sa carte de police. À Paris, c'était aujourd'hui la 3e journée du procès où 3 anciens ministres, Jacques Barrot, Bernard Bosson et Pierre Méhaignerie, comparaissent. Il s'agit du financement occulte de l'ex-CDS avec compte en Suisse et transfert de fonds illicites. Mais les 3 ministres n'ont pas vécu la même histoire. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Marcel Martin. Le grain de sable, c'est ainsi que Pierre Méhaignerie qualifie le versement de 5 millions de francs d'une entreprise au CDS. Et ce, après la loi de 90 sur le financement des partis politiques. Un grain de sable, un procès mal vécu par l'ancien ministre. Durement, mais c'est le lot des responsables politiques. Je crois avoir respecté tout à fait la loi de 1990 et avant 1990, comme tous les partis, c'était ça ou mourir. Notre parti vivotait et nous en souffrions, poursuit Pierre Méhaignerie. Nous n'avions pas d'autre moyen que de faire appel aux entreprises. Nous étions, poursuit-il, dans la période de l'illégal toléré. Mais Pierre Méhaignerie précise le mécanisme du financement du CDS. Je l'ai appris 15 jours avant les révélations du Canard enchaîné en mars 1995, alors qu'il était ministre de la Justice. Jacques Barrot, à l'époque secrétaire général, n'est pas sur la même ligne de défense. Incapable il y a 2 jours de dire quels sont ses revenus, il jure qu'il s'est appliqué à ne jamais s'intéresser aux comptes de son parti. Ma fonction, dit-il, était essentiellement politique. Les questions d'intendance, je les renvoyais vers le président. Alors qui croire? L'homme chargé de collecter les fonds, François Froment-Meurice, a sa réponse. Jacques Barrot, dit-il, savait très bien comment notre parti était financé. À Pierre Méhaignerie, je ne donnais que des ordres de grandeur. Ces crispations, ces cicatrices, ces rancunes, Pierre Méhaignerie les perçoit lui-même. Je trouve ce procès injuste. Je voulais le dire à mes collègues dans la mesure où c'est moi, dit-il, qui ai lancé cette instruction. Un malaise qui pourrait bien s'accroître lundi à l'énoncé des réquisitions. Et puis autre procès, celui-ci en appel à Paris, intenté contre la justice et donc l'État par un homme, un marin-pêcheur de Pont-l'Abbé, qui estime qu'une faute lourde a été commise lorsque le juge aux affaires familiales de Quimper a confié son enfant à son ex-femme. Celle-ci avait tué l'enfant peu après, en novembre 1996. Les juges n'avaient pas cru le père lorsque celui-ci avait évoqué l'état psychiatrique de la mère de l'enfant. Thierry Curtet, Marianne Massé et Laurent Chemelin nous racontent cette histoire. Lorsqu'ils ont le cœur trop lourd, c'est sur cette petite plage de Bretagne que les grands-parents de Maëla viennent chercher l'apaisement. Ils n'acceptent pas la mort de leur petite fille, dont ils ont longtemps eu la garde. Elle a été étranglée par sa mère. Les premiers responsables pour eux, les juges du tribunal de Quimper. Ce sont eux qui ont rendu la garde de Maëla à sa mère, Christelle. Une mère qui sortait d'un hôpital psychiatrique, internée pour démence après avoir tué un homme. Les grands-parents, comme le père, ne se sont jamais opposés à cette décision de justice. Ils n'ont pas osé. C'est comme si on ne savait pas comment démarrer. Vous savez, quand on n'est pas habitué à avoir affaire aux lois et à la justice, eh bien, beaucoup de gens comme nous, on ne sait pas par où commencer. Pour eux, la décision était pourtant aberrante, irresponsable. Plus encore, la DAS avait signalé 2 fois au procureur de Quimper que la petite fille était en danger avec sa mère, que celle-ci n'était pas guérie.
Le procureur a bien transmis au juge des enfants. Mais c'est un autre juge, celui des affaires familiales, qui va prendre la décision. Lui affirme aujourd'hui qu'il ignorait tout des antécédents de la mère. Il n'y a pourtant que 3 juges à Quimper, mais ils ne se sont pas parlé. La seule information que j'ai eue, c'est qu'effectivement, elle a séjourné en hôpital psychiatrique. Bon, la belle affaire. En hôpital psychiatrique, n'importe qui, vous, moi, peut un jour faire un séjour en hôpital psychiatrique parce qu'on a pété les plombs, parce qu'on fait une grosse déprime, parce que votre mari, votre femme vous a quitté. Et pourtant, le père et son avocate affirment aujourd'hui que le juge avait été mis au courant des antécédents de la mère lors d'une première entrevue. Pour ce père, la faute est collective. C'est tout un système qui s'est lourdement trompé. Je vois mal quel pourrait être le cas d'une affaire plus grave où on aurait en même temps l'occasion de dénoncer les fautes et les carences du juge des enfants, du procureur et même l'avocat général a signalé que le procureur savait et donc aurait dû informer le juge aux affaires familiales. Je pense que c'est effectivement un dossier exemplaire. Si Didier attaque aujourd'hui l'État, c'est parce qu'il ne peut poursuivre le juge directement. La Cour d'appel rendra son arrêt le 26 janvier. Entre justice et sport, l'Olympique de Marseille connaît un nouveau désagrément. Le parquet de Marseille vient d'ouvrir une information judiciaire sur les comptes de l'OM pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux. L'ancien entraîneur de l'OM, Roland Courbis, trouve logique cette enquête et s'attend à être entendu lors de l'instruction qui coupera court, selon Roland Courbis, aux rumeurs et accusations. Et puis du sport avec du vrai, avec du handball. L'équipe de France féminine est en train de réaliser un très joli parcours à Bergen, en Norvège, en se qualifiant pour les quarts de finale des championnats du monde. Cette qualification pourrait leur permettre de participer aux Jeux Olympiques de Sydney l'année prochaine. Commentaire Florent Gautreau. Les handballeuses y croient. Qualifiées pour les quarts de finale, les Françaises peuvent encore imiter leurs collègues masculins, champions du monde il y a 4 ans. Hier soir, elles ont battu les Polonaises 28-21 grâce à une gardienne en état de grâce et à des attaquantes particulièrement à droite. Malmenées pendant les 10 premières minutes, les Françaises ont ensuite copieusement dominé la partie pour obtenir finalement une éclatante revanche face à des Polonaises qui les avaient battues lors du précédent mondial. Autre bonne nouvelle, les handballeuses se sont rapprochées de Sydney. Elles auront leur billet olympique en poche si elles battent les Danoises demain soir. Ce serait une consécration pour Olivier Krumboltz, l'entraîneur de ces dames, le seul homme autorisé à partager cette histoire 100% féminine. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle que le tribunal de grande instance de Montargis, dans le Loiret, a rendu partiellement responsable la CEITA de la mort d'un fumeur. La CEITA fera appel. Et puis l'adoption en Conseil des ministres ce matin du projet de loi sur la parité homme-femme lors des scrutins électoraux. Le débat sera selon la procédure d'urgence. Et puis enfin, d'ici quelques dizaines de minutes, normalement, le gouvernement devrait faire savoir quelle est sa décision sur la levée ou non de l'embargo français sur le bœuf britannique. La météo, c'est avec Isabelle Martinet dans quelques instants, puis l'Instit avec Gérard Klein, ensuite ça se discute avec Jean-Luc Delarue et le journal de la nuit qui vous sera présenté à 0h50 par Florence Duprat. Il sera suivi de l'émission des mots de minuit avec Philippe Lefebvre. Demain à 7h50, Gérard Morin recevra Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières, MSF qui recevra le prix Nobel de la paix vendredi. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.